Donc, bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, très bien. Fichtre. Voilà. Donc, merci de venir pour cette deuxième visio de la liste ambition pour la savate avec notre leitmotiv, une équipe, un projet. On a sur une démarche collective. Je suis tête de liste parce que notre règlement l'impose, mais nous sommes vraiment sur une coprésidence. Donc, nos constats et nos propositions. Donc, ce soir sont présents moi-même, Eric, bonsoir. Émilie, Anne, Jean-Pierre, François. Virgile va nous rejoindre. Il a malheureusement des contraintes professionnelles. Marie-Alice. Hop. Gilles aussi va nous rejoindre. Elle a des contraintes. Et Franck, je vous propose de faire un petit tour, de vous présenter, Eric, et puis quand tu t'es présenté, de donner le bâton de parole à qui tu souhaites sur le groupe. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation. Donc, je suis Eric Obnes, je suis enseignant au club de Plescope dans le Morbihan en Bretagne, également CTL de la Ligue de Bretagne et arbitre national et récemment international et de Savate Pro. Et je passe le bâton de parole à Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Émilie Fredoni, donc également de la région Bretagne, vice-présidente de la Ligue de Bretagne depuis peu. Également, avant cela, RLA, juge arbitre national également. Voilà, et licenciée dans le club du Ménézanne Cran Boxing dans le Finistère, dans le 29. Et je vais passer le bâton de parole à François. Merci. Donc, je me présente, François Penacchio, ancien compétiteur euh, en boxe française, de champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Ça remonte à quelques années. Et enseignant depuis l'âge de 14 ans. J'enseigne aujourd'hui, je me suis beaucoup déplacé. J'ai enseigné sur Paris, j'ai enseigné dans le sud-est et j'enseigne aujourd'hui en Charente. Et voilà, je soutiens Nicolas Mété avec la liste ambition pour la savate. Et je passe la parole à Jean-Pierre. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis du Club de Colombes. Je suis fondateur et encore aujourd'hui entraîneur au Club de Colombes. Et je soutiens la liste ambition pour la savate. Et je passe la parole, je sais pas, à Marie-Alice, peut-être. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Marie-Alice Devoile. Moi, je suis enseignante en savate défense, spécialisée en défense féminine et l'enseignement au jeune public. Et je suis la fondatrice de l'association Femmes en Défense, qui est donc à Marseille, en région PACA. Et donc, je passe la parole à Franck. Bonjour, je suis Franck Richard, je suis président de club, je suis ancien cadre technique de la fédération, ancien DTD de l'Ain de 99 à 2008. Je suis instructeur national, arbitre international et savate pro. Et je passe la parole à, Anne, il reste Anne. à Anne. Merci beaucoup. Donc, Anne Sauvager, je suis médecin psychiatre, je suis pratiquante de savate dans la team Gouzior sur Nantes, donc Pays de la Loire, et j'encadre sur le plan médical. Jusqu'à maintenant, j'ai plus d'une centaine d'encadrements de combat dans des galas pour la région et un petit peu partout en France. Et je suis très contente de faire partie de la liste avec mes collègues pour faire avancer les choses d'un point de vue santé et autres. Merci, Anne. Merci. Alors, du coup, je vais reprendre le fil de la présentation. Donc, Nicolas Métet,
du Ça coupe, Nicolas. Oui, Oui, mauvais son. de... Ça coupe. Ah oui, ça Ah oui, coupe quand tu parles, là. C'est sans, dommage. pro- sans problème technique, ce serait pas marrant. On va essayer, ça avait l'air d'être mieux, semble-t-il. Pourtant, j'ai passé. Ça fait partie. Ok. Bon, Donc, c'est bon, Nicolas. je disais président du club de La Roche-sur-Yon, qui est un club multibox sur une volonté de la mairie qui souhaitait un seul interlocuteur sur les activités pugilistiques de manière globale, qui essaye de limiter le nombre des associations pour avoir une meilleure dynamique. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Alors, si jamais j'ai encore des coupures réseau, les collègues, n'hésitez pas à prendre la parole à ma place, hein. Et donc, les autres membres de la liste, hein, donc Sandrine Gasperoni, qui est donc sur Brive, la Gaillarde, Richard Silla, que je ne On ne présenterai présente pas, plus. voilà, qu'on ne présente plus, voilà, qui est dans l'Oise, Élodie Damotte, qui est à Meaux. Ensuite, nous avons Larissa Lebon, qui est donc sur l'île de la Réunion. Nous avons Steph, qui est à Vartarnian, qui est à Noisy-le-Grand. Nous avons Josefina Pérez Digon, qui anime le comité 33 depuis maintenant plusieurs années. Nous avons Bertrand Grondin, qui est donc qui est aussi sur l'île de la Réunion. Nous avons Anne-Lise Dodemont, qui habite à côté de Nevers. Nous avons Sophie Metz, qui, alors je me trompe toujours c'est Annecy, que je confonds toujours avec Ancenis, parce que j'habite à côté d'Ancenis. Annecy, donc, dans les Alpes. Et nous avons Kevin Albertus, qui est à Toulouse. Voilà. Et puis sinon, on a cette petite carte de France pour vous montrer que on est en fait sur l'ensemble du territoire, mais que comme la liste était limitée à 20 personnes, eh bien, on est 20, mais on est beaucoup plus. Depuis maintenant 3 ans, on a été jusqu'à 38 personnes pour animer le collectif. Donc, on est une équipe avec des soutiens au plus près de vous dans l'ensemble des régions et sur l'ensemble de nos disciplines. Ça va de boxe française, ça va de forme, ça va de défense et canet-bâton. Voilà. Alors, je vais, avant de vous présenter notre projet et avant de passer la parole à Franck, revenir sur le protocole électoral. Donc, encore une fois, encore aujourd'hui, on a des échanges maintenant quotidiens, hein, autour de ces élections qui arrivent très très vite puisqu'elles sont la semaine prochaine. Beaucoup de clubs, en fait, beaucoup de présidents et de présidentes de clubs ne savent toujours pas comment fonctionnent les élections et comment va se passer le vote. Voilà. Malgré une communication, hein, qui a été faite par notre fédération, donc on ne peut pas reprocher qu'il n'y a pas eu de communication. On constate quand même une certaine lenteur. En tout cas, nous, on le vit comme ça. On ressent une certaine lenteur, voilà, dans On ne t'entend l'action plus. et aussi sur l'accompagnement à dater. Ah, c'est vrai? Il n'y a plus de son? Ça Ça va, te coupe encore, ça saccade. ça va Ça couper un saccade, peu. On Ah, c'est poursuit. mais fou. ça va. C'est fou. Bon. Il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a deux listes, voire qui ne savent pas qu'il y a une troisième liste qui essaye d'exister. Et ils savent encore moins qu'il y a la possibilité de panacher. Donc, contrairement à ce qui était dit par Alain Senitzer lors de la réunion de présentation en Ligue de Guadeloupe et de Martinique samedi dernier. Alors déjà, ce qui pose question, c'est de présenter
la loi de 2022 samedi dernier à nos collègues des Antilles. Ça c'est dit. Et ensuite, dans ce qui a été dit, vous pouvez aller voir l'enregistrement sur notre site fédéral vers la 30e minute. Quand il est question du panachage, il donne un avis par rapport à ça. Je trouve ça quand même plus que maladroit parce que c'est une forme d'influence du vote. Le panachage fait partie de notre expression démocratique, c'est dans notre règlement. Et d'ailleurs, en 2012, il y a 2 femmes qui ont été issues du panachage et qui ont été élues avec Joëlle Numez. Donc voilà, j'ai peut-être l'impression d'insister, mais je vous invite vraiment, si vous souhaitez panacher, à panacher. La seule règle, c'est qu'il faut qu'il y ait 10 hommes et 10 femmes. Voilà. Et puis, dans le même sens, au niveau des informations, eh bien, il y a encore des présidents et des présidentes de comités départementaux et de ligues qui ne savent pas qu'ils restent électeurs sur l'Assemblée générale ordinaire. Donc, on se pose quand même des questions par rapport à ce climat autour des élections et du modus operandi pour pouvoir voter. Je vais passer la parole à Franck, qui va partager avec vous des premiers constats de terrain autour de la compétition. Oui, simplement, Nicolas, si tu me le permets, avant l'intervention de Franck. Donc, il y a plusieurs en fait, séquences dans la présentation. Ce qu'on propose, c'est que les participants auditeurs nous posent leurs questions au fur et à mesure et on essaie d'y répondre entre chaque séquence. Sinon, on gardera un temps en fin de présentation pour répondre au plus et au mieux aux différentes questions. Merci. Merci Eric. Bien, alors ce qui est constaté depuis plus de 20 ans maintenant, c'est une baisse du niveau de performance des compétiteurs, et tant en assaut qu'en combat. Beaucoup moins de participants, beaucoup moins de compétiteurs en combat. Il y a des catégories où il y a des finales directes, et de plus en plus ces 3 dernières années là. Il y a des mesures d'arbitrage et de jugement qui sont contestables, comme la disparition de l'égalité, qui est à rediscuter. Les plaquettes, une expérience qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est à rediscuter aussi. Il y a une absence notoire de médiatisation et de visibilité de la savate sur tous les réseaux, que ce soit surtout la TV. Alors, Peut-être rajouter deux, trois choses par rapport à ça. bien sûr, Jean-Pierre. Oui, peut-être déjà dire que quand on parle l'égalité, il s'agit de l'égalité qui a disparu sur une reprise, hein, pas sur une rencontre, hein, bien sûr. Ce qui fait que forcément, hein, un juge n'a plus le droit de mettre sur une reprise égalité. Alors, si les gens n'ont pas touché, si les gens, voilà, on ne peut pas les départager, qu'est-ce qu'on met? Et surtout s'il n'y a eu aucun coup, quoi. Donc ça pose problème. Concernant le fait de montrer les plaquettes à chaque reprise, François pourra compléter aussi hein, s'il veut, mais effectivement, par exemple en assaut, si on a perdu les 2 premières reprises, puisque c'est les juges qui l'ont dit en montrant leur plaquette, à quoi ça sert de faire une 3e reprise? Sans parler du fait que ça peut influencer les juges entre eux. On a vu ça déjà plusieurs fois depuis que le dispositif est mis en place, en tout cas est testé, où on a des juges en fin de compte qui sont moins expérimentés, qui ne trouvent pas le même résultat à la première reprise que les gens qui sont plus expérimentés ou en tout cas plus connus aussi au niveau de l'arbitrage. Et on voit des gens qui sont un peu déstabilisés, qui ont tendance à rejoindre un petit peu le jugement des gens qui sont censés être plus compétents qu'eux. Donc ça a des effets pervers en fin de compte, quoi. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite maintenir, en fait, quoi. Je pense qu'il faudrait
totalement le supprimer puisque c'est très démotivant pour tout le monde. Une troisième reprise en assaut, en restant dans le doute, surtout quand c'est serré, les trois quarts du temps, ça peut toujours donner, une possibilité aux tireurs, de toute façon, avant tout, et même dans les coins, euh, de tout donner et on pourra de toute façon avoir l'excellence de toute façon sur les derniers rounds qui sont quelquefois magnifiques, surtout quand on a un match gagné ou un match perdu. Là, si les deux sont perdus, le troisième, le troisième round ne servira quasiment à rien, quoi. C'est démotivant pour tout le monde, quoi. Pas bon, c'est pas bon. Il y a aussi le fait que sur les règlements actuels d'arbitrage, la communication est autorisée entre les juges et l'arbitre et elle est interdite entre les juges. Et le fait de communiquer, de lever une plaquette, c'est une communication entre les juges qui peut être néfaste. Donc Absolument. voilà. Donc, pour Maintenant, on va passer aux passer présentations des aux actions. différentes solutions que l'on va proposer. Les solutions qu'on va proposer, c'est la valorisation des athlètes dans un premier temps. Alors, comment? Par la professionnalisation et le développement de la savate pro. La savate pro, on a vu que c'est une discipline qui est très médiatisable, qui plaît aux médias, qui plaît à la TV, et redonner les moyens dans la savate pro grâce aux sponsors, aux organisateurs des tournois, essayer de trouver de développer et des primes par un système de primes, primer les tournois, primer les championnats de savate pro, qui fait que ça va redonner un peu de l'ampleur et de l'envie de participer à ces compétitions. C'est la vitrine de la compétition en combat, la savate pro, et ça va tirer de la deuxième série à la première série, aux élites A et à la savate pro ensuite. Donc ça passe aussi par l'image et la médiatisation. Nous confierons cette mission partenariat à des professionnels de l'événementiel, de la communication et du marketing digital. Nous solliciterons aussi des contrats de sponsoring et aussi à travers les organisateurs, d'aider les organisateurs de compétitions, de tournois et de savate pro. Dans les améliorations aussi que l'on propose, c'est dans l'arbitrage et le jugement. Donc, on vient d'en parler, hein, notamment sur les plaquettes. On consultera de toute façon le corps des officiels. On travaillera avec eux, avec la CNA, Commission nationale d'arbitrage, et nous leur proposerons des formations d'expertise. Un exemple, une accessibilité un peu plus facilitée pour le diplôme de SFFO, mais aussi, pourquoi pas, refaire la réunion nationale annuelle de la CNA avec tous les arbitres nationaux, par exemple. Nous remettrons une note technique, la fameuse note double notation qui a disparu en assaut et en combat il y a quelques années maintenant. Nous voulons remettre une note technique surtout en virtuosité, pas forcément technico-tactique, sur l'assaut. Parce que c'est vraiment essentiel, primordial, sur l'assaut. En combat, ça l'est moins, parce que sur le combat, on va renforcer l'efficacité, la notation sur l'efficacité des coups. Voilà pour ces améliorations et nos propositions. Si je peux me permettre de rajouter un truc également, merci Franck. Il ne s'agit pas de remplacer toutes les disciplines de sandbox française, assaut et combat par la savate pro. Hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est de valoriser toutes les formes de rencontres. Effectivement, la savate pro permet d'élargir un petit peu l'audience et peut-être d'intéresser un petit peu plus les médias, élargir l'audience, puisque ça permet à d'autres gens, d'autres disciplines de venir se confronter à nos tireurs.
Mais il s'agit également de valoriser à la fois les gens qui feront du combat pur savate boxe française, mais aussi de l'assaut. Et c'est pour ça que quelque part, la note technique nous semble fondamentale. Il s'agit en aucun cas d'aller brimer les gens qui font de l'assaut. Au contraire, c'est aussi une vitrine incroyable, l'assaut. Des gens qui combattent en assaut en faisant des enchaînements qui comprennent tous les coups de pied, qui font des coups de pied sautés, etc., qu'on a plus de mal à voir en combat parce que c'est une prise de risque qu'on peut payer cher. C'est quelque chose également qu'on veut remettre en avant. Voilà. Il y a d'ailleurs à ce sujet-là un gala qui va être organisé prochainement. Ça fait longtemps, c'est pour ça que je le signale, qu'il n'y a pas eu un gala purement assaut. Et moi, je tiens à féliciter les gens qui ont pris cette initiative. Alors, pour Oui, rebondir et merci, rajouter une dernière merci chose, Jean-Pierre. surtout sur l'assaut, de rajouter une note technique. Pourquoi aussi? Parce que ça fait pas mal d'années que l'on voit dans les championnats de France, dans les finales, beaucoup de chassés bas, des chassés bas et aucune prise de risque. Donc, pour essayer de revaloriser un peu la technique de la boxe française pure, de la savate, essayer de remettre, on va remettre donc cette note technique et de la virtuosité. Voilà. Mais pas être dans l'interdit. Parce que si on Surtout commence à pas. interdire, Mm. c'est contre-productif. Alors, il y a quelques questions là qui sont On ne posées. peut pas interdire de faire un fouetté, on ne peut pas interdire de faire des chassés, mais par contre, dans notre façon de noter et de juger les choses, on peut quand même garder de la technique et la beauté de ce qu'a fait la savate boxe française. Tout à fait. Alors, il y a eu quelques questions qui ont été posées déjà. Peut-être on y répond maintenant. Oui, Oui. c'est une bonne Alors, idée. il y a un spectateur anonyme qui dit que on peut toujours le mettre KO sur la troisième reprise. Oui, en combat. On est en assaut. En assaut. En assaut, non, mais en combat, effectivement, il y a toujours cette possibilité-là. Oui. Ça Troisième, reste. quatrième ou cinquième d'ailleurs, oui. Oui, d'ailleurs, exactement, on est bien d'accord. Mais on est en assaut. Ensuite, il y a une question concernant la condition physique. Alors, l'idée, c'est aussi de remettre en place, ça existe, hein, et puis il y en a, d'ailleurs, ça revient. J'ai remarqué que ça revenait un petit peu, c'est les gants de bronze, les fameuses sessions de gants de bronze. Sessions de gants de bronze qui étaient beaucoup plus présentes. Bon, je ne vais pas faire l'ancien, hein, même si c'est le cas. Il y a quelques années. Voilà, les sessions de gants de bronze permettent aux gens à la fois de se tester sur des combats avant de se présenter dans les championnats. Forcément, se forge à la fois un aspect technico-tactique, mais aussi un aspect physique. Est-ce qu'il faut obliger les gens à avoir des tests préalables avant de s'inscrire en combat? Il y a déjà des conditions médicales qui, avec tests cardiaques, etc., peut-être Anne un peu en dire un petit peu plus là-dessus, mais ce serait une contrainte supplémentaire. On a déjà des gens, donc des championnats qui se désertent au fil du temps. Je ne sais pas si ce serait la meilleure chose. Oui, peut-être juste pour compléter sur ces tests, déjà le fait je vais dire que le patient, non, que le tireur ait son certificat médical d'aptitude, d'une part à la pratique de la boxe, mais aussi à la compétition, ça doit quand même garantir qu'il est en condition physique, en tout cas, de s'exposer à être dans des conditions de combat. Après, moi, je ne connais pas, je ne sais pas si il y a eu des études qui corrèlent la réussite ou le taux de réussite de ces tests avec des réussites de combat. Moi, je dirais que le meilleur évaluateur de la condition physique du combattant ou du savateur en assaut, c'est quand même son entraîneur qui, quand il le pousse de façon bien comme il faut pendant les entraînements, doit pouvoir s'assurer qu'une fois que le stress aura consommé pas mal d'énergie, le savateur sera quand même en état de fournir ce qu'il faut et d'avoir ce qu'il faut sous la pédale. Donc il ne faudrait pas s'imaginer ou s'illusionner sur le fait que bah, j'ai passé un test, ça soit un petit peu la garantie qu'il y ait une bonne condition physique. Voilà.
pense qu'il y a la condition médicale, mais ça, c'est un petit peu le prérequis. Et puis après, bah, il y a les conditions d'entraînement et la connaissance que le coach a de son entraîné. Mmh. Non, mais les examens, médicaux, sont là juste pour une éventuelle contre-indication. S'il y a pas de problème physique, voilà, l'électrocardiogramme, les fonds d'œil et ainsi de suite. Enfin, pour un compétiteur, c'est obligatoire, mais c'est ce qui permet de ne pas déceler le Mmh. moindre, incident, physique. Sinon, c'est tout sera dans le travail, de la performance, et c'est pour ça que je pense qu'il y a, il y a encore, beaucoup à faire, sur notre projet, même pour, la Savate Pro et ainsi de suite. Je pense que si on veut intéresser, d'autres compétiteurs et aussi, d'autres médias, il faudra peut-être envisager, peut-être plus de rounds. Enfin bon, ce sera peut-être à voir, mais des championnats du monde, de Savate Pro qui pourront être, avec, de plus de reprises. On en a déjà, discuté il y a plusieurs années, mais c'était, des possibilités. Parce que quand je vois sur certaines disciplines, pour, vraiment faire très court, mais des championnats intercontinentaux là qui se font, un peu en Italie en trois reprises de 3 minutes ou de 2 minutes, je sais plus exactement. Enfin bon, ça devient n'importe quoi. Et ils arrivent même pas à tenir une reprise. Donc c'est voilà, je pense qu'il faut reprendre beaucoup de choses, et sur la performance physique et sur beaucoup de choses, oui. Voilà. Très bien. Je vous propose, on essaie de répondre à minima par écrit aux questions posées. Il y en a beaucoup, ce qui montre l'intérêt de ce qui est évoqué ce soir et de nos propositions. Je propose qu'on passe au thème suivant, Nicolas. Oui, mais il faudra qu'on réponde quand même, parce qu'il y a beaucoup Oui, il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup effectivement de importantes. choses sur le jugement, mais on parlera aussi en termes de gouvernance, de comment aussi on intégrera les clubs, les comités départementaux et les ligues dans nos réflexions. Alors, pour continuer sur nos constats, aujourd'hui, le retour qu'on a du terrain, c'est une perte de confiance dans la gouvernance actuelle. Euh, les acteurs de terrain que nous sommes et qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire, on a tous et toutes ce retour-là, voilà, où on a l'impression d'une centralisation du pouvoir sur le siège fédéral et d'une non prise en compte en fait de nos réalités, avec aussi toujours ce sentiment de plus en plus fort en fait d'être sujet au bâton et à la carotte. Donc euh, quand je parle du bâton, bah, c'est par exemple des comptes rendus de comités directeurs comme on a pu avoir là pour septembre, où on nous parle de diffamation, de dépôt de plainte, voilà, pour des propos tenus. Alors, on ne sait pas qui ça concerne, on est en pleine période d'élection, donc est-ce que c'est nous qui sommes concernés, est-ce que c'est d'autres personnes? Enfin, on est toujours sur cette espèce de crainte, voilà, des personnes qui reçoivent des courriers en recommandé parce que ils ont écrit des choses, ils ont partagé des pensées, des avis, euh, donc vraiment des choses qui inquiètent de plus en plus par rapport à cette notion de confiance. C'est d'autant plus vrai que ben, il y a une deuxième liste, la nôtre, qui s'est constituée pour s'opposer à la liste. Les gens veulent du changement, hein. Cette liste, elle est née là aussi de la volonté de plusieurs acteurs de terrain, de clubs, de comités, de ligues. Et puis même qu'il y a une troisième liste. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitent bah, du changement, qui souhaitent changer de président, qui s'interrogent sur pourquoi un quatrième mandat, pourquoi un sixième mandat en tant qu'élu, voilà, pourquoi des personnes sont là depuis 7 mandats, 8 mandats.
voilà, il y a une envie de changement. Et puis, ce qu'on retrouve aussi hein, sur les échanges avec les différents acteurs et actrices de terrain, bah, c'est une envie de plus de démocratie et de plus de consultation, parce que aujourd'hui, ils ont l'impression qu'elle n'est plus présente. Par rapport à ça, plusieurs propositions. Donc tout d'abord, consulter, donner la parole aux acteurs de terrain avec des visioconférences régulières, des podcasts mis à disposition, créer des collèges. Alors on a appelé ça collège, hein, ça pourrait être aussi des commissions, puisque notre règlement permet de créer différentes commissions, en plus des commissions régaliennes, qui seraient représentatives des clubs, des comités et des ligues, qui serait un organe consultatif pour, pouvoir réfléchir et travailler et ne pas oublier les différents territoires. Voilà. Et puis, ce qui serait aussi important pour nous, eh bien, c'est de tenir nos engagements et donc de rendre compte de manière régulière par rapport à nos engagements avec une planification sur l'Olympiade et des indicateurs de réussite. Voilà, on a parlé d'utiliser la démarche qualité, donc d'être sur une planification, de faire les choses, de venir les contrôler, les vérifier par rapport à des indicateurs de réussite, et puis du coup ensuite d'acter les choses pour éventuellement soit modifier la feuille de route, soit la continuer en fonction de cette évaluation. Et on souhaite aussi donc assainir tous nos fonctionnements pour instaurer des bases saines, donc d'être beaucoup moins sur l'interdit, sur cette notion d'interdit, et puis simplifier nos règlements pour que ben, les personnes puissent retrouver une certaine liberté d'action et mettre en place aussi des expérimentations. Voilà. Par rapport à ça, si vous avez des questions, je n'ai pas pu voir en même temps. Oui, a priori, on a Il y répondu a des effectivement questions par rapport à exemplaire à cette quelques côté. questions qui portaient sur le thème précédent. On Ok. pourrait revenir sur ce thème-là si effectivement on a des questions tout à l'heure. Et je propose de passer au troisième thème et donner la parole à Émilie. Tout à fait. Parfait, merci Eric. Donc également sur les constats de terrain, en se basant sur déjà les enquêtes qu'on a pu faire auprès des clubs, auprès des personnes qu'on a pu solliciter également de par notre expérience, différents constats, donc notamment sur le maillage territorial qui n'est pas homogène. On a également des régions qui sont des grandes régions sportives qui aujourd'hui ne sont pas des grandes ligues de savate et de disciplines associées. Donc certains sports arrivent à se développer sur ces régions et malheureusement la savate et les disciplines associées pour des raisons qui sont des axes de développement pour nous toutes et nous tous, voilà, qui seraient des nouvelles pistes et en tout cas des régions à aller chercher davantage et développer davantage. On a également des départements qui n'ont pas de comité, moins de 3 clubs, voire certains départements qui n'ont pas de club du tout, sur notamment la Nièvre. On a également l'Indre-et-Loire, la Mayenne, donc c'est de aussi pouvoir développer ces territoires-là. Plusieurs comités qui ne sont malheureusement pas structurés à ce jour. Et également, on a une disparité et notamment pas tout à fait, ou en tout cas pas suffisamment, la prise en compte des spécificités des territoires d'outre-mer, des départements et régions d'outre-mer, tenir compte de leurs spécificités pour aussi pouvoir apporter des réponses qui soient adaptées. Donc, partie de ce constat, nous avons plusieurs propositions qui permettent de répondre à ces problématiques, notamment d'accompagner les territoires au développement. Donc, ça peut se faire de plusieurs façons et ça se fera de plusieurs façons. La première, c'est déjà de créer un service avec des postes d'agents de développement qui sont dédiés spécifiquement au développement sur les territoires pour aider les bénévoles dans le développement des petites structures.
Aujourd'hui, on a des bénévoles qui sont sur le terrain, qui font un travail faramineux. Et malheureusement, ce travail n'est pas toujours mis voilà, il n'y a pas vraiment de travail collaboratif sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement mettre en commun le travail qui est fait de la part des bénévoles, mais également d'apporter des outils et des solutions aux bénévoles de terrain dans les ligues, dans les comités départementaux, pour qu'il n'y ait pas un travail qui soit multiplié, qui soit fait x10 par 10 bénévoles sur les territoires. C'est aussi de se dire, bah, il y a des territoires ou des ligues qui ont qui font des expériences, qui ont des innovations qui fonctionnent, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces expériences-là, de pouvoir mutualiser pour travailler ensemble. Donc, ce qui permet aussi de répondre à l'une des questions qui est passée sur le chat, notamment sur les RLA. Je voyais sur l'interaction entre la CNA et les RLA. C'est aussi l'un des autres axes, c'est de pouvoir justement s'appuyer et de tenir compte des retours qui sont faits par le terrain, par les territoires, pour des décisions sur le plan national et non pas uniquement d'avoir des décisions qui sont prises sur des organes qui doivent être appliqués sans qu'il y ait réellement d'échange, sans tenir compte des retours du terrain, parce que c'est avant tout les bénévoles de terrain qui font vivre notre discipline. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les valoriser et de pouvoir travailler dans le collectif, de mutualiser le travail qui est fait sur les territoires. On a également la possibilité, enfin, le projet de repenser la ristourne fédérale et de mettre en place des subventions justement pour qu'il y ait un meilleur équilibre et lié au projet, de répondre à un cahier des charges qui soit clairement défini. Donc, c'est vraiment de repenser cette allocation sur le plan financier et également de proposer des licences à faible coût pour les bénévoles et les encadrants. C'est ce qui permettra également la structuration et une meilleure structuration sur les territoires. Aujourd'hui, on a des bénévoles qui sont, encore une fois, une force de travail et qui produisent sur les territoires un travail qui est faramineux. L'idée, c'est justement de pouvoir accompagner, encourager les bénévoles, les encadrants pour pouvoir dynamiser le travail qui est fait sur les territoires. Donc, ça passe à travers des outils, mais ça passe également à travers, sur le plan financier, de pouvoir réduire le coût des licences pour ces personnes de terrain qui font vivre la discipline et justement pouvoir continuer à développer au maximum. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même également sur un coût pour les structures, notamment pour les licences, pour des personnes qui en fait font vivre la discipline. Donc, c'est de revoir aussi un petit peu cette organisation, notamment sur le plan des licences. Voilà. Merci, Émilie. Merci. Nous avons effectivement une question sur le développement des sections sport-études dès le collège. Donc, de façon générale, en tout cas, nous, on souhaite vraiment œuvrer avec l'ensemble des parties prenantes, bien sûr les clubs, on l'a dit, comités départementaux, ligues, mais aussi les corps enseignants, que ce soit les primaires, collèges, lycées, mais aussi universités, grandes écoles. Donc, on souhaite mettre en place ou remettre en place, dynamiser une commission, un collège comme Nicolas l'évoquait. Et effectivement, on a des expériences et c'est aussi se baser, se servir des expériences que les clubs ont ou les comités départementaux. On l'a mis en place avec le collègue CTD du Finistère qui a encadré un enseignant en universitaire. Donc on peut tout à fait aussi venir donner quelques cours en sport universitaire. On peut inciter les profs des écoles et quel que soit le niveau, à suivre une partie de nos formations, notamment UC1. Enfin voilà, il y a énormément de choses, effectivement, on est d'accord à faire pour aussi ouvrir et toucher encore plus de jeunes licenciés. Merci, Eric. Je vais répondre à ces questions-là par rapport au financement. Donc oui, hein, c'est aussi pour ça on a choisi ce terme d'ambition pour la savate. On a des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, Ça coupe, Nicolas, là. Nicolas? et un peu moins pour Nicolas, tu m'entends? Philippe, ça. Ça a Ouais, coupé, je suis hein, là. ça a coupé. On n'a Ouais. pas entendu ce que Oui, tu as dit je auparavant. t'entends. Ouais, si tu peux Si tu reprendre, peux Nicolas, répéter, ouais. le plan de financement. Ouais. Ouais, Oui. En attendant que Nicolas, ouais, c'est vraiment rageant. oui, Vous voilà, ça m'entendez? y est, on te Oui, entend, là. là Ouais. c'est bien. Eh ben non. C'est donc il y a une proposition de YC que tu répondes par écrit, Nicolas, si ça ne passe pas.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup en attendant que Nicolas nous rejoigne, on a pas mal de questions effectivement sur le développement dans les écoles, universités. Donc Oui, là, effectivement, c'est repensé, c'est en cours par la DTN et c'est très bien de revoir aussi ce qui est demandé en formation pour les profs des écoles, pour les profs des collèges, des universités, et effectivement, en redéveloppant notre sport et nos 4 disciplines, on y verra tout à l'heure, c'est aussi redonner envie et redonner sa place en sport universitaire. Je lisais un des commentaires sur à quand oui, le oui. retour des combats universitaires. Ben oui, on l'a vécu pour les plus anciens et j'en fais partie. Ça s'est ensuite estompé, c'est revenu un petit peu. Il y a 2 ans, il y On en avait reparle, quelques ceci dit, hein. engagés Oui. et ça s'est annulé parce il était jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de combattants. Mais là aussi, on est là et c'est un de nos objectifs, c'est de vraiment redévelopper la savate dans le milieu scolaire et universitaire, entre autres, mais aussi dans les grandes écoles Oui, et puis il y a aussi et les cette administrations. volonté sur le plan matériel, d'accompagner un petit peu les sections sportives UNSS notamment, avec des dotations de matériel pour pouvoir au moins démarrer convenablement une section ou une AS savate boxe française. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on Ah, t'entend bien là. c'est- Tu peux revenir sur le financement? je vais devenir paranoïaque. Le financement. Donc aujourd'hui, notre budget fédéral repose essentiellement sur l'adhésion. Donc 34 euros. Et puis un peu moins pour les jeunes. Et oui, on a choisi ambition pour la savate parce qu'on a des objectifs ambitieux. 4 postes, par exemple, d'agents de développement, si en plus de la masse salariale, on compte tous les frais inhérents, puisqu'on souhaite qu'ils soient à disposition des territoires, et que donc, même si on a les outils de management à distance et de télétravail, il y aura quand même des déplacements, on est sur un chiffrage autour de 230 000 euros. Mais cet argent, en fait, on l'a en partie, et puis il va falloir qu'on aille le chercher. Donc il va falloir qu'on se donne les moyens, en fait, de sortir de sa zone de confort où actuellement on est sur un fonctionnement en interne qui est lié à notre nombre d'adhérents et notre timbre fédéral. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on aille chercher des fonds. Et il y en a des fonds, puisque quand on a déjà créé le premier poste d'agent de développement à la fédération, qui a été occupé un certain temps par Guillaume Livonen avant qu'il devienne directeur des services, eh ben, Guillaume, il a été chercher des financements européens, des crédits non reconductibles qui sont venus abonder la création de son poste. Donc, on pense aussi à ce cercle vertueux où les agents de développement vont aussi aller chercher des fonds qu'aujourd'hui on ne capte pas parce qu'on n'a pas et les personnes et les compétences. Et puis par rapport au sponsoring, eh ben, on a aussi là encore ambition pour la savate, des objectifs ambitieux. Ce qu'on souhaite, c'est aller revoir eh ben, notre partenariat et notre sponsoring pour trouver d'autres partenaires et d'autres sponsors. Avec Virgile qui est sur la liste, on a travaillé sur le partenariat et on n'a pas toujours été euh, euh, écouté, on n'a pas toujours été suivi sur les conseils qu'on a pu donner, parce ça fait partie de notre métier au quotidien, en dehors de notre activité bénévole sur l'accompagnement de la savate boxe française et des disciplines associées. Donc ça, c'est des choses que l'on va mettre en place parce qu'on a les compétences. Et puis il y a un volet qu'on n'a pas du tout exploité, qui est aussi tient très à cœur à mon camarade Virgile, qui peut-être prendra la parole à la suite de ça, c'est la culture. C'est-à-dire que Virgile a mené tout le dossier pour qu'on soit au patrimoine immatériel de la de l'UNESCO, et c'est des choses qu'on ne fait, qu'on n'a pas suivi des faits sur le domaine de la culture.
Voilà, c'est des choses que l'on fera. C'est des fonds qu'on ira chercher. En tout cas, on a l'ambition d'aller les chercher. Là, si tu veux compléter, Virgile, par rapport à la culture. Oui, alors d'abord, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Deux petits compléments. Non, le premier, d'abord, sur le sponsoring. Effectivement, je crois que ces dernières années, la fédération s'est un petit peu limitée dans les possibilités qu'on aurait dû creuser euh, vis-à-vis de certaines sociétés qu'on aurait pu démarcher. Bon, c'est un choix qui a été fait dont j'ignore la raison, mais je crois qu'on a laissé sur le côté du chemin beaucoup de possibilités et c'est dommage. Donc voilà, je crois qu'il y a une vraie politique à mener sur le sujet. Il faut aller chercher des sponsors en dehors du monde sportif. Mais chercher des sponsors, ça veut dire aussi qu'on leur offre quelque chose. Et donc ça va nous renvoyer au thème de la médiatisation de la savate. Le deuxième point, très rapidement, sur l'aspect culturel et historique. Là aussi, on a complètement délaissé cet aspect-là, alors que d'autres fédérations, d'autres sports ont développé une politique culturelle qui est assez diversifiée, hein. Ça peut aller de l'édition de ce qu'on appelle des beaux livres sur le sport, l'histoire du sport, mais ça peut être aussi faire développer la reconnaissance de la savate. Alors, je fais une petite rectification par rapport à ce que tu disais. Le dossier qu'on avait fait avec Marlène Sislik il y a quelques années, c'est pour être reconnu au patrimoine immatériel de la France, qui est un peu une sorte d'antichambre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un peu la première marche. Et on aurait pu poursuivre d'ailleurs en faisant le dossier UNESCO, mais là aussi pour des raisons non expliquées, on n'est pas allé plus loin. Bon. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce sont des domaines qui ont été ou délaissés ou mal appréhendés ces dernières années, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça permet un peu de donner une plus belle image de la savate, ça permet aussi de donner un peu une assise historique, et je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Merci Virgile. Je propose que l'on enchaîne car le temps tourne. Je pense qu'on aura peut-être quelques minutes disponibles comme l'ont eu nos collègues lors de leur précédente visio. Mais avançons et ça permettra de répondre à des questions tout à l'heure, notamment sur l'aspect de gouvernance, Marie-Alice. sur les disciplines associées. Eh ben, je suis ravie de vous parler des disciplines associées. Ces disciplines, jusqu'à aujourd'hui, dans l'ombre de la boxe française, des spécificités et des complémentarités qui sont sous-estimées. C'est un licencié sur 4 qui est délaissé, tout comme chaque initiative de club, de référents, d'enseignants, de toute structure qui est isolée jusqu'à la disparition du comité de Cannes et bâton. C'est donc pas un environnement propice au développement de chacune de ces spécificités. Oui, voilà. Je suis allée un peu plus vite que ma slide. Vas-y. On verra si on a des questions, mais effectivement, hein, pour nous, c'est effectivement de traiter sur un même pied d'égalité l'ensemble des disciplines et au maximum, effectivement, dans les clubs de savate BF, pouvoir y développer, que ce soit en initiation, que ce soit bien sûr dans des sections à part entière, ou profiter aussi des compétitions nationales en savate BF ou en savate pro pour aussi faire la promotion de nos disciplines, notamment de canne et bâton qui ont aussi leur propre championnat, mais peut-être à un moment donné aussi pouvoir insérer lors de galas ou lors de finales de championnats du monde ou d'Europe, avoir aussi ou de France, avoir aussi des finales de la même façon de cannes d'armes. Ben, on en arrive effectivement à nos propositions d'action face à ces constats. Ces actions, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a forcément, évidemment, un niveau budgétaire qui est fondamental, d'attribuer davantage de budget à ces disciplines associées. Mais il y a aussi, en termes de mutualisation, d'échange,
On a évoqué effectivement l'intervention des disciplines associées sur des galas ou challenges de boxe française. Je pense qu'on peut parler, le terme exact serait de transversalité. Il est vrai que la boxe française, c'est une porte d'entrée pour les disciplines associées, pour les découvrir, pour s'y initier. Mais il faut pas oublier que l'inverse est aussi valable, c'est-à-dire que ça peut être aussi par les disciplines associées qu'on va avoir une porte d'entrée vers la boxe française. Et à partir de ce constat-là, eh ben, on peut instaurer un mode de fonctionnement qui va être effectivement plus linéaire et non plus hiérarchique, où chacune des disciplines, même si elles ont leur place à elles parce qu'elles ont leur spécificité, eh ben, elles sont quand même toutes en lumière ensemble. Une reconnaissance qui va se faire de manière globale, sans évincer les unes par rapport aux autres. Et cette mutualisation, évidemment qu'elle peut se faire, parce que si elles sont de la même famille, c'est bien qu'il y a des complémentarités, il y a des échanges à aller chercher, tant en interne quand on parle là de solutions, d'être présent sur des galas qui sont de boxe française, des compétitions, mais c'est aussi en étant à l'écoute des divers acteurs de terrain, quelles que soient les disciplines, et c'est aussi des échanges qui vont se faire vers l'extérieur, d'aller développer des partenariats, quelle que soit la discipline. Il y a des plus-values, il y a des besoins aujourd'hui de la société actuelle que les disciplines peuvent répondre, que ce soit dans un domaine, on parle beaucoup du domaine scolaire, les disciplines associées ont également une place dans le milieu scolaire. On peut aller chercher dans le milieu médical. Il y a aussi, quand on parle du ministère de l'Intérieur, tout un besoin au niveau professionnel. Alors là, je suis peut-être un petit peu plus sur la savate défense, mais c'est aussi une part importante. Il y a de nombreuses opportunités de gagner en visibilité au niveau aussi extérieur, au niveau des partenariats. Et il est important de mettre en place des outils de communication pour que les divers acteurs dans les différentes disciplines puissent échanger et, euh, et s'entraider aussi finalement dans la recherche de partenariats, de subventions, d'innovation et de recherche d'actions possibles. Merci Marie-Alice. C'est pour ça Merci. que Peut-être, François, peut-être sur un complément pardon, par rapport à l'Académie Robert Paturel. Frédéric. Bah, c'est ce que je disais depuis le départ. Hein. De toute façon, toutes ces disciplines, boxe française, canne, bâton, et de toute façon l'Académie Paturel, on est tous issus de la même discipline. Tout est parti. On retrouve la mobilité et toute la diversité de notre discipline. Lorsqu'on fait de la canne, on va retrouver l'élégance et l'efficacité de l'ABF de toute façon, et la savate boxe française. Et pour ce qui est de l'Académie Paturel, pour la self-défense, on va se retrouver toujours avec ces bases de déplacement, de mobilité. Et je trouve qu'au niveau éducatif, c'est primordial. Et pour dans l'intérêt des personnes, dans l'intérêt des pratiquants, on va toujours privilégier sa santé et éviter de prendre des coups systématiquement. Dans toutes les techniques qu'on retrouve là, on retrouve tout à fait, c'est une seule famille, quoi. On sait bien de quoi on parle. Voilà. Très bien, merci François. Et on Donc, espère Nicolas. qu'avec merci. Et on espère qu'avec le retour de Robert Paturel, donc au sein de la commission savate défense, policier d'élite, avec le soutien d'une personne comme Christian Chambaudy, colonel à la retraite de la gendarmerie nationale, on va On n'a aussi que des pointures. pouvoir avoir Il y des a que portes des- d'entrée pour retourner vers des ministères régaliens comme le ministère de l'Intérieur, le ministère L'objectif, de l'Armée l'ob- qui ont un peu délaissé la fédération, ou la fédération absolument. les a un peu délaissés.
L'objectif, c'est bien de donner la possibilité également aux forces de l'ordre de pratiquer, les forces de l'ordre et donc l'armée, de pratiquer dans nos clubs, leur donner la possibilité d'aller pratiquer de la boxe française comme ça se faisait il y a plusieurs années en arrière. Mmh. Et donc, là, vraiment, une porte ouverte toutes ces personnes, donc, de leur donner vraiment la possibilité de s'entraîner et d'avoir des forces armées ou la police entraînée, quoi. Voilà. Voilà. Et on a des gens très compétitants. Il y a une centaine d'instructeurs de, de boxe de l'Académie Paturel déjà en place, diplômés et performants déjà dans toute la France et même à l'étranger. Voilà. Et qui Merci François. demandent qu'à nous rejoindre. Oui, tout à fait, c'est super. Je redonne la parole à Nicolas pour la dernière partie. Il te reste 5 minutes. On a quelques réponses aussi, notamment une sur la commission disciplinaire et tout ce qui est instance entre la fédération et nos comités et ligues. Je te laisse la Mmh. parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Je vais juste, comme je récupère la parole, et en plus je gère l'animation du diaporama, je vais en profiter. Juste pour dire que là aussi, on va réinterroger la politique tarifaire au niveau des disciplines associées. C'est un retour qu'on a de beaucoup de clubs spécifiques qui s'interrogent en fait sur le sens de s'affilier et de payer la licence alors qu'ils ne sont pas sur des pratiques de compétition. Voilà, donc ça réinterroge encore ce qu'on disait au début, hein, on fait un peu une épanadiplose, mais ça réinterroge un peu ce que l'on disait sur aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a derrière le affilié et adhérent à la fédération. Donc, c'est un chantier très pour voir cette politique tarifaire. Genre des activités physiques et professionnelles, Jackie Varnajo qui est policier et donc nous depuis plusieurs années on accueille gratuitement les policiers de La Roche-sur-Yon dans notre club. Et c'est plutôt une réussite, même au niveau de l'image du club et au niveau des politiques sociales, puisque notre club est intégré au quartier politique prioritaire de la ville. Donc, ça crée du lien en plus entre les forces de l'ordre et une population qui n'est pas toujours très bien vue par elle et réciproquement. Et donc, ça a vraiment un effet vertueux. Et à ce titre-là, du coup, ça permet de récupérer des aides et des accompagnements par notre municipalité. Et donc, je vais finir, parce que je vois qu'en effet, le temps passe, sur notre souhait d'une démarche saine et vertueuse en lien avec cette démarche qualité dont je vous parlais tout à l'heure et aussi donc c'est en anglais un Plan Do Check Act, la route d'Heming, mais l'idée c'est de planifier, de vraiment faire les choses, de mettre en place des critères d'évaluation et d'acter avec les acteurs, avec les usagers, avec les bénéficiaires, la réalité de l'action. Voilà, donc ça, on souhaite vraiment le faire, le mettre en place pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir consulter les personnes, voilà, d'être dans la proposition et non pas dans l'imposition, en étant sur du coup de l'écoute active, des feedbacks, hein, des retours, pour pouvoir prendre en compte les réalités des territoires. On veut aussi limiter le nombre de mandats des membres du comité directeur, hein, aller au-delà du président, hein, suivre les recommandations aussi qui ont été faites dans le rapport de la députée Béatrice Bellamy, hein, voilà, s'interroger sur l'accès au comité directeur pour les anciens cadres techniques, pour s'interroger sur le nombre de mandats et sur la mise en place de référendums de terrain. C'est ce qu'ils souhaitent dans ces recommandations suite au rapport de la députée Béatrice Bellamy. Et donc, on veut être proactif par rapport aux différentes exigences de la loi sport. Voilà
pour renforcer la démocratie participative. J'en ai fini, il est 20h. Et donc, pour conclure, je vous invite à aller sur notre site si vous souhaitez lire nos différentes propositions d'action et d'axes de travail, parce que contrairement à ce que disent de mauvaises langues, notre projet ne s'arrête pas à notre profession de foi, mais encore faut-il aller chercher l'information. Voilà, merci à vous. Merci. Je ne sais pas si Virgile a le temps de répondre à une des questions de Philippe Diez. Sinon, on répondra par écrit. Oui, oui, oui. Sachant que nous, on est moins pour la verticalité que pour l'horizontalité, forcément. C'est ce qui a Bien été sûr. présenté par Nicolas. Oui, tout à fait. Merci en tout cas à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.